et c'est l'occasion pour nous, bien, de faire témoigner, nos top employeurs sur leurs meilleures pratiques. En l'occurrence aujourd'hui, donc la thématique donc est, élaborer une stratégie de management de l'engagement des collaborateurs et donc, nous avons sollicité le groupe Servier pour nous partager leur expérience. Alors, juste quelques mots, d'organisation pratique, pour, donc ce webinar. Donc toutes les personnes inscrites au webinar recevront, bien, l'enregistrement, enfin le lien vers le replay du webinar, donc via, email et également, bien, le rapport des tendances que vous pourrez donc, lire dès ce week-end. Et puis autre, précision quant au déroulement de ce webinar, bien, c'est un webinar interactif. Vous pouvez et avez, et au contraire, on vous encourage à poser toutes vos questions, via bien, le petit cadran qui s'affiche ici sur, votre écran. Donc tout au long de la présentation, vous pouvez, poser vos questions. Nous prendrons donc une quinzaine de minutes à l'issue de la présentation pour y répondre. Donc voilà, maintenant, que ces, éléments, sont présentés, je vais passer donc aux intervenants. Donc je suis Malvina De Corbier, auditrice RH chez Top Employeur, depuis 2 ans et demi et je suis accompagnée par Garlone Viol. Bonjour Bonjour à Garlone. tous. Ouais, bonjour Malvina, merci pour l'invitation. Je suis Garlone Viol. Au sein du groupe Servier, au sein de la DRH, je m'occupe de ce qu'on appelle la People Experience, qui inclut notamment le management de l'engagement des équipes. Merci Garlone. Alors, juste avant de vous laisser la parole, je vais dire quelques mots sur, Top Employer Institute. Donc Top Employer Institute, nous sommes une autorité indépendante de certification des pratiques RH. Nous, mesurons, challengeons, analysons, les pratiques RH et valorisons donc ces pratiques RH à travers une méthodologie globale de certification qui nous permet d'analyser presque 400 pratiques RH. Nous intervenons dans le monde entier, dans 120 pays et avons certifié pour l'année 2021 presque 1 700 entreprises à travers le monde. En effet, la certification peut avoir différentes échelles, l'échelle nationale, continentale, pour des entreprises qui sont certifiées dans plusieurs pays, dans un même groupe, voire même globale pour les entreprises qui sont certifiées à l'échelle internationale dans plus d'une vingtaine de pays. Pour notre présentation d'aujourd'hui, donc qui est tirée, des enseignements bien, de notre rapport des tendances, RH 2020, bien nous avons plus particulièrement donc, analysé les pratiques de nos top employeurs certifiés en France pour l'année 2021. Donc, vous voyez apparaître ici, les différents logos de ces, 94 entreprises certifiées. Alors, que dire, de ces entreprises? Bien, donc ces 94 entreprises, dont 18 ont été certifiées pour la première fois cette année, bien, sont majoritairement des entreprises qui interviennent en France, mais aussi à l'international dans une soixantaine de pays. En moyenne, les effectifs sont de près de 9 000 collaborateurs en France et en termes de représentativité de secteurs, alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans la slide sur les logos, il y a un certain nombre de secteurs qui sont représentés, mais les plus représentés sont l'industrie, la pharmacie, donc comme Servier et les biens de consommation. Enfin, en termes d'informations, sur, bien, la segmentation moyenne des effectifs, 44 sont, bien, de la catégorie, de la génération, pardon, millennials et la plupart des collaborateurs sont plutôt des cols blancs puisque 15 seulement sont, des cols bleus ou catégorie ouvrier. Alors, pourquoi vous parler aujourd'hui, de l'engagement? Bien, parce qu'effectivement, nous avons pu observer que, bien, dans les pratiques de nos top employeurs, la question de l'engagement était aujourd'hui, très importante. Ils font d'ailleurs évoluer leurs pratiques en la matière en, structurant davantage, en utilisant, des nouveaux outils, en faisant aussi intervenir des partenaires. Mais ce qui a aussi changé cette année et dans le cadre de la certification, c'est et pardon, de la pandémie et de l'année 2020 qui a été, particulière, bien, c'est justement le contexte qui a énormément évolué, le lien entre le collaborateur et l'entreprise qui a pu aussi, fortement évoluer, notamment, physiquement avec, le télétravail, le chômage partiel
Et dans ce contexte, eh bien, les entreprises vont devoir aussi reconsidérer la façon de renforcer l'engagement de leurs collaborateurs. L'engagement est défini comme une priorité des top employeurs. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous ont dit dans l'enquête quand ils nous ont annoncé donc, quelles étaient leurs priorités en matière de ressources humaines pour l'année 2021. Eh bien, en premier lieu, on retrouve la transformation organisationnelle et culturelle. En deuxième position, la formation et le développement des compétences. Et en troisième position, eh bien, l'engagement des collaborateurs, justement. Et ce qu'on peut noter, c'est que, eh bien, pour mener à bien un projet de transformation qui implique l'ensemble de l'entreprise, développer de nouvelles compétences, eh bien, l'engagement des collaborateurs, il est essentiel. C'est même un facteur clé de succès. D'où l'importance, eh bien, justement, de renforcer l'engagement des collaborateurs. L'engagement des collaborateurs qui peut être défini comme leur capacité, leur envie à s'investir dans la mission de l'organisation, dans ses objectifs, et donc à aussi donc donner le meilleur d'eux-mêmes, à mettre en place le maximum de créativité, d'inventivité, de passion dans leur travail. Et pour, eh bien, contribuer à cette démarche, eh bien, les entreprises, vont aussi, eh bien, davantage donner du sens. Ça va être aujourd'hui quelque chose qui va être attendu de la part des collaborateurs, donner du sens, à leur action. Et en termes de pratique des top employeurs, eh bien, je vais vous citer 3 exemples de la façon dont les top employeurs aujourd'hui donnent plus de sens à leurs collaborateurs. C'est d'une part, 100% d'entre eux, 100% des top employeurs en France, communiquent régulièrement à l'ensemble de leurs collaborateurs sur la stratégie de l'entreprise, la mission de l'entreprise. Et pour ce faire, ils utilisent aussi les moyens modernes comme les réseaux sociaux internes, euh, qui donnent finalement une proximité plus importante et qui va renforcer du coup la connaissance et la compréhension des enjeux de l'entreprise pour les collaborateurs. Le deuxième point, le deuxième exemple, c'est eh bien pour 77% des top employeurs, le fait d'avoir défini une raison d'être ou une mission sociale de l'entreprise. Alors c'est formalisé par la loi Pacte en France, mais de façon générale, c'est une démarche qui aujourd'hui est plébiscitée par les entreprises. C'est une façon eh bien, de décrire la façon dont les activités de l'entreprise vont avoir un impact sur la société, sur l'environnement. Et donc, aussi de donner un cadre aussi au développement de l'entreprise. Et du coup, de permettre aussi aux collaborateurs eh bien, de mieux s'approprier ces enjeux et de s'y reconnaître. Et enfin, troisième exemple, eh bien, c'est sur les valeurs de l'entreprise. Eh bien, 71% des top employeurs en France forment leurs collaborateurs sur la façon eh bien, de s'approprier les valeurs de l'entreprise. On n'est plus sur juste le fait d'afficher les valeurs de l'entreprise qui resterait comme quelque chose qui est affiché sur un mur qu'on regarde de temps en temps. Non, il faut leur donner de la vie, il faut leur donner aussi eh bien, une signification. Et c'est pourquoi aujourd'hui, donc, les top employeurs forment de plus en plus, on le voit en progression, plus 16% en un an, leurs collaborateurs à la façon eh bien, d'interpréter les valeurs de l'entreprise dans leur quotidien, qu'ils soient opérateurs en production, commercial ou responsables RH. Voilà. Alors, maintenant que j'ai donné ces quelques éléments de contexte, je vais laisser la parole à Garlone pour vous parler eh bien, du groupe Servier et de ses enjeux. Merci Malvina. Alors, Servier, pour ceux qui ne connaissent pas Servier, donc c'est un groupe pharmaceutique international gouverné par une fondation. Donc, on s'appuie sur une solide implantation géographique dans 150 pays. Et puis, nous employons 22 500 personnes dans le monde entier. Et bien entendu, 22 500 personnes passionnées, engagées et responsabilisées autour de notre vocation. Donc, comme je vous le disais, c'est un groupe indépendant qui a un investissement important en R&D notamment, donc plus de 20% de son chiffre d'affaires Princeps en R&D. Nous sommes leaders en cardiologie et nous avons pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. Notre croissance, elle repose sur un engagement qui est constant dans les maladies cardiovasculaires, dans le métabolisme, l'oncologie, les maladies immuno-inflammatoires et neurodégénératives. Et puis, pour favoriser l'accès
aux soins pour tous. Nous proposons également une offre de médicaments génériques de qualité qui couvre la majorité des pathologies. Donc, nous avons une vocation, bien entendu, qui mobilise énormément et qui passionne l'ensemble de nos collaborateurs. Alors, pour en venir au sujet de l'engagement et puis pour faire le lien avec ce que Malvina expliquait autour de la culture et des valeurs en slide suivante, je voulais vous préciser que pour Servier, le sujet de l'engagement, c'est une vraie belle et longue histoire. C'est une vraie belle et longue histoire parce que à la fois, il fait vraiment partie de l'ADN du groupe, notamment au travers de nos valeurs que vous voyez affichées à l'écran, des valeurs qui sont vécues, des valeurs que nous avons définies avec les collaborateurs, et en particulier la valeur de s'engager pour réussir, qui est vraiment le socle de notre démarche d'engagement et qui est aussi le socle de l'identité du groupe. Donc, au-delà, effectivement, et Malvina le disait, c'est pas d'avoir des valeurs affichées sur un mur, c'est aussi que ce soit une réalité pour l'ensemble des salariés du groupe, donc à travers des actions globales et puis locales de développement de cet engagement. Donc, pour cette raison, c'est à la fois le socle de l'identité, voilà, une part de l'identité du groupe, mais c'est aussi un élément important de notre stratégie, comme vous le voyez. Donc, on a un objectif stratégique qui est d'atteindre un niveau optimal d'engagement dans notre feuille de route pour 2025 qui est fixée par le comité exécutif du groupe, qui est le premier porteur de la stratégie d'engagement de Servier. Voilà ce que je voulais vous dire sur les fondamentaux. Et puis, bien sûr, et c'est important dans le choix d'une stratégie d'engagement, aussi vous parler de notre dimension internationale, donc multiculturelle du groupe. C'est un aspect essentiel. Vous voyez qu'on a une implantation internationale importante. On est dans 150 pays. Toutes les activités qui sont propres à l'industrie pharmaceutique y sont présentes. Donc, des sites de production, des centres internationaux de recherche thérapeutique, de la bioinnovation, des centres de recherche et bien entendu le siège en France. Donc, une grande diversité d'activités, de collaborateurs qui partagent tous les mêmes valeurs, mais qui ont aussi leurs spécificités qu'il faut prendre en compte dans ce type de démarche. Donc, cette stratégie d'engagement chez Servier, elle a une portée internationale, elle couvre toutes les entités, tous les collaborateurs du groupe dans leur diversité. Alors, les raisons qui nous ont amenés à lancer une stratégie de management de l'engagement, au tout début, vous le voyez, en fait, à droite, c'est surtout des challenges qui nous venaient de l'extérieur. Un environnement externe complexe qu'on connaît tous par cœur, avec lequel nous vivons, avec lequel nous nous adaptons, donc des façons de travailler qui évoluent très vite, une pandémie plus récemment, mais qui impacte énormément à la fois le moral des troupes, et puis qui malmène un peu ce qui fait souvent l'engagement dans les entreprises, c'est la coopération, c'est le lien social, c'est le soutien entre les équipes. Donc dans ce contexte où tout bouge, d'un côté où tout bouge, et puis où il y a de plus en plus d'imprévus, la volonté du groupe Servier, ça a été vraiment de renforcer le suivi dans le monde entier du bien-être, de l'engagement et des attentes des équipes. Voilà. Et puis, en second lieu, bien sûr, dans ce contexte, un management qui est accompagné au plus près pour suivre et développer l'engagement de ses équipes. C'est pas quelque chose d'inné, même si ça peut paraître de bon sens, c'est quelque chose de pas si simple que ça. C'est lui qui crée les conditions de l'engagement. Il est essentiel de le soutenir en proximité avec à la fois les enjeux business et humains qu'il peut porter. Donc, ça a été aussi pour nous un formidable accélérateur pour faire évoluer les pratiques managériales. Voilà. Et puis, bien entendu, un enjeu qui nous est cher à tous si nous assistons à ce webinaire, c'est l'enjeu de la marque employeur, bien sûr. L'engagement des équipes, c'est quelque chose d'important, c'est essentiel. Sinon, nous ne serions pas inscrits dans ces démarches de progrès. Et pour nous, nous voulons le faire savoir. Donc, dans ce contexte, pour en arriver à nos enjeux plutôt internes, dans ce contexte, le programme a été lancé en 2019 pour mesurer, renforcer l'engagement des équipes, soutenir la performance à long terme à tous les niveaux. Développer la performance, c'était vraiment central. Et puis, cette culture de la performance sous toutes ses dimensions. C'est vrai qu'on a tendance à la limiter à la performance économique. On a vraiment voulu, au sein du groupe, l'aborder dans toutes ses dimensions économiques, sociales et thérapeutiques aussi. Donc, notre stratégie d'engagement s'inscrit vraiment comme un levier fort des stratégies groupe, mais aussi RH et RSE du groupe.
Et enfin, avec une conviction, bien sûr, c'est que performance et engagement sont intimement liés, sont clés pour réussir la transformation du groupe, assurer sa croissance et sa pérennité. Donc, avec aussi cet objectif de réussir notre transformation et que chacun y prenne sa part, que chacun le vive et fasse le lien et voit le sens et l'action qu'il peut avoir sur la réussite de la transformation du groupe. Merci Garlone. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de donner quelques chiffres sur la façon dont les top employeurs vont mesurer l'engagement avant de vous relaisser la parole pour eh bien, que vous illustriez la façon dont vous le menez chez Servier. La mesure de l'engagement, donc même si l'engagement, effectivement, il ne peut pas se décréter, l'engagement, effectivement, c'est propre à chaque collaborateur. En revanche, il existe aujourd'hui des moyens de le mesurer et de faire en sorte bien, d'agir sur bien, les sujets qui sont remontés en termes d'indicateurs d'engagement des collaborateurs. Parmi les pratiques des top employeurs, eh bien, l'une d'elles, qui est plutôt une pratique avancée, consiste justement à définir une approche globale de l'engagement qui va permettre de décrire quels vont être les outils utilisés afin de mesurer l'engagement des collaborateurs, mais également de définir et de donner aussi les moyens eh bien de conduire après des projets d'amélioration de l'engagement et de mesure des résultats. Et donc, ces projets qui seront aussi forcément dépendants des résultats qui permettront eh bien, d'agir sur ce sur quoi, en fait, finalement, les collaborateurs ont des attentes, ont des besoins, et ça, c'est propre à chaque entreprise. Donc, cet aspect donc, de adaptation en fonction des besoins, il est très important. Et donc, cette pratique de l'approche globale, eh bien, ils sont 61% des top employeurs à avoir défini une stratégie de la sorte. En termes d'outils utilisés, eh bien, 63% des top employeurs aujourd'hui utilisent une enquête d'engagement qu'ils vont donc déployer chaque année. Une enquête d'engagement donc qui comprend un certain nombre de critères et de chapitres qui portent donc sur l'environnement de travail, sur la relation managériale, sur les perspectives d'évolution, finalement tout ce qui va décrire l'environnement de travail du collaborateur et tout ce qui va faire qu'il se sent investi, qu'il comprend aussi la mission de l'entreprise et qu'il se sent donc heureux au travail. Donc 63% à mener ce type d'enquête annuellement. Mais ce qu'on voit et qui a énormément explosé cette année, eh bien, c'est l'utilisation en complément d'enquêtes plus courtes et plus ciblées à cette enquête globale, puisqu'ils sont 59% cette année, en progression de 66%, à avoir donc déployé ce type d'enquête. Donc forcément aussi, on imagine que le contexte a énormément joué dans le choix de ce déploiement de courtes enquêtes qui vont permettre eh bien, de cibler plus particulièrement certaines catégories de population, de collaborateurs, ou bien de poser un certain nombre de questions beaucoup plus limitées sur un thème en particulier parce que ça correspond aussi au contexte de l'entreprise, et donc d'avoir cette écoute finalement en continu eh bien, de l'engagement des collaborateurs. Et ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui en forte évolution. On indique ici également donc les résultats en fait qui sont parmi donc les attentes des collaborateurs, et bien ce qui est remonté parmi donc les réponses de nos top employeurs, à la fois donc ceux qui sont certifiés en France et puis plus globalement en Europe. Et là, ce qui est intéressant de voir, et bien c'est que en fonction de la zone géographique, finalement, les attentes des collaborateurs ne sont pas les mêmes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'où l'importance après d'adapter les moyens en fonction des contextes locaux et des besoins locaux. Et donc, si on veut regarder donc, quelles sont les attentes plus particulièrement des collaborateurs en France, celles qui sont remontées en majorité des enquêtes d'engagement, eh bien, c'est un besoin de renforcer la reconnaissance, un besoin également eh bien, de qualité de leadership, donc de relations managériales. Et là, c'est vrai que eh bien, la période actuelle aussi a pu questionner ces deux éléments, que ce soit la reconnaissance de l'investissement ou la relation managériale, qui ont pu être un peu chamboulées ces derniers mois. Et donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est ressorti des enquêtes d'engagement. Et puis le troisième point, c'est un point sur la rémunération globale. Et là,
en ce qui concerne les pratiques des top employeurs, on a vu justement qu'il y avait des efforts en termes non pas de niveau de salaire, c'est pas forcément ce sur quoi aujourd'hui les top employeurs vont agir, mais c'est plutôt de la transparence, de la communication et de la pédagogie sur justement les différents moyens de valoriser et de reconnaître, finalement, il y a le lien avec le premier thème, l'investissement des collaborateurs pour aussi qu'ils soient perçus à sa juste valeur. Et un dernier point sur le suivi, puisque comme je vous le disais, ça fait également partie de l'approche de la stratégie d'engagement. Ce suivi, donc, avec tout d'abord une communication rapide des résultats des enquêtes, donc particulièrement sur les enquêtes, bien sûr, les enquêtes courtes et ciblées, mais aussi sur l'enquête d'engagement globale. Et là, il est très important, effectivement, pour les top employeurs, de communiquer rapidement sur la photo qui ressort des enquêtes d'engagement, pour que cette photo, elle reflète plus fidèlement possible la réalité de ce que perçoivent les collaborateurs et que les plans d'action qui y soient associés correspondent réellement aux attentes des collaborateurs. Parce que s'il s'écoule 3-4 mois entre le moment où le collaborateur répond à l'enquête et où il reçoit finalement le résultat, il a pu se passer énormément de choses. Et donc, les actions qui vont être menées ne seront pas forcément les plus pertinentes. D'où l'intérêt d'avoir aussi des outils performants qui permettent, parce qu'on le sait, c'est pas forcément évident justement de mener toutes ces enquêtes et de redescendre après l'information, mais c'est quand même crucial. Et donc le dernier point, c'est la mise en place, pardon, de plans d'action d'amélioration. Effectivement, une fois qu'on a interrogé les collaborateurs, ils vont s'attendre aussi à ce que l'entreprise prenne des mesures, agisse, pour faire en sorte, que, les sujets qui sont, jugés donc, moins performants soient pris en compte par l'entreprise et soient modifiés. Alors, je vais maintenant pouvoir laisser la parole à Garlone pour compléter sur, donc votre approche chez Servier. Alors, pour illustrer les propos de Malvina, effectivement, nous, pour animer la démarche au niveau mondial chez Servier, nous avons lancé un partenariat avec l'Institut Gallup. Alors, vous savez que différents instituts existent, différentes sociétés proposent des approches, des méthodologies, des outils qui leur sont propres et qui ont tous leurs avantages et inconvénients. Et c'est vraiment en fonction des enjeux du groupe, de sa culture, que le bon choix est à faire. Alors, pourquoi est-ce que le choix du groupe s'est porté sur Gallup? Pour deux raisons principales. La première, c'est pour son expertise. C'est vrai que ils sont très investis en R&D, donc c'est quelque chose que nous partageons avec Gallup. Plus de 30 ans de recherche sur ces thématiques d'engagement et tout ce qui constitue cette thématique d'engagement. Et puis, en permanence, ils s'appuient sur des millions de données qu'ils comparent, qu'ils analysent et qui confirment l'existence d'une très très forte corrélation entre le degré d'engagement, la passion des salariés, leur engagement, et puis la performance économique d'une entreprise. Donc, ce lien entre le ressenti individuel, l'envie d'y aller, et puis la performance et le succès d'un groupe. Voilà. Donc ça, ils sont capables de le proposer à travers 12 facteurs qu'on abordera ensuite. Et puis la deuxième raison pour laquelle on s'est engagé avec Gallup, c'est pour son envergure internationale, donc multiculturelle. Ils s'adressent à, ils ont aujourd'hui des données qui concernent plus de 37 millions de collaborateurs tout de même. Donc c'est assez robuste, qui couvre tous les continents, toutes les activités, et puis qui propose un benchmark assez puissant qui permet aussi de nous comparer avec l'extérieur, notamment dans notre secteur d'activité. Donc, sur cette base-là, avec ce partenariat, en fait, nous avons lancé une démarche mixte. Donc, la première démarche dont parlait Malvina tout à l'heure, une démarche qui est une approche en profondeur qui veille à créer les conditions et à maintenir des conditions favorables à l'engagement. C'est vrai que le point de départ, c'est une enquête qui est annuelle, mais c'est qu'un point de départ et on insiste là-dessus parce qu'effectivement, ce qui fait toute la différence pour développer l'engagement et l'enthousiasme des équipes, c'est vraiment la partie plan d'action en équipe. Donc, vous avez sous les yeux, en fait, j'ai choisi des infographies qui met en avant aussi l'importance de communiquer très vite. Donc, à gauche, vous avez l'infographie de cette enquête annuelle en profondeur et vous avez nos résultats, notamment de la dernière enquête qui a été faite en juin 2020 avec des résultats probants. Donc, un taux de participation de 90% qui nous a épaté nous-mêmes et puis un engagement en progression. Voilà, donc des éléments que nous partageons mondialement et puis qui font la fierté des équipes. Après, c'est important d'avoir des résultats qui soient aussi des résultats par pays. Donc, et ces résultats sont accessibles de l'ensemble des pays en temps réel.
Et puis, on complète ça également d'enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes flash chez Servier, et ponctuelles, qui tiennent compte du contexte, bien sûr, mais qui permettent aussi d'avoir des remontées des ressentis des collaborateurs sur des sujets plus ciblés. Donc, évidemment, dans le contexte Covid-19, nous nous sommes intéressés à leur vécu, à leur ressenti pendant la pandémie, sur toutes les dimensions qui ont été touchées par cet imprévu, donc leur bien-être général, la clarté de l'organisation de leur travail, hein, avec le travail à distance, une communication, voilà, une communication suffisamment claire et régulière pour qu'ils puissent s'y retrouver, et puis un management qui soit proche d'eux et qui leur explique et qui les guide dans cette situation. Voilà. Donc c'est une approche, vous le voyez, qui est mixte. Vous voyez ces infographies qui montrent à la fois le taux de participation qui est essentiel, hein, donc c'est quelque chose qui s'anime aussi, et je vous expliquerai comment nous le faisons ensuite, et qui a besoin d'une grande transparence pour vraiment que ça donne du sens et que, voilà, que chacun ait conscience également des points de force, mais aussi des points de progrès sur des thématiques précises, donc la capacité d'agir. Alors, je crois que voilà, je vais parler de la démarche de l'outil Gallup, c'est ça, voilà. Donc, la démarche. L'idée, c'est pas de faire la pub de Gallup, que nous apprécions beaucoup par ailleurs, hein, c'est un partenariat de grande qualité, mais c'est vous expliquer pourquoi on a choisi cet outil. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'outil de Gallup qui s'appelle le Q12, 12 pour les 12 questions, les 12 items plutôt. Alors, pourquoi nous l'avons choisi? Parce qu'il couvre tous les items de l'engagement, toutes ces dimensions. Il fonctionne dans le monde entier. Et puis, vous voyez que ça suit une logique qu'on connaît bien, qui parle aussi assez universellement, qui est notre pyramide de Maslow. Donc, sur cette pyramide de Maslow, vous voyez les 4 dimensions de l'engagement. Ces 4 dimensions est d'autant plus robustes qu'elles sont travaillées dès le socle. Hein. Donc, c'est quelque chose de très progressif, méthodique et qui se renforce et qui s'accroît dans le temps. Donc, les besoins fondamentaux qu'on connaît bien avec la clarté des rôles, et puis les bons outils de travail, bien entendu le soutien managérial, bien entendu l'appartenance à une équipe, et puis pour arriver au développement, au dépassement de soi, qui est vraiment l'apogée de l'engagement, sachant que vous voyez qu'à chaque fois, nous avons des items spécifiques à chacun de ces niveaux qui permettent ensuite, lorsque les résultats sont partagés en équipe, j'insiste, de voir là où on peut agir très vite, avec des systèmes de code couleur. L'idée étant bien sûr de ne pas montrer un manager du doigt, et c'est vraiment pas ça la démarche, mais c'est surtout de montrer les sujets ou les actions sur lesquelles les collaborateurs peuvent agir en collectif pour améliorer leur engagement. Voilà. Donc, les résultats de cette enquête n'ont d'intérêt que s'ils sont actionnables. Donc, pour être actionnables, ils sont vraiment partagés au niveau d'une équipe. Et d'ailleurs, tout est sécurisé hein, pour que à la fois la confidentialité des résultats soit respectée et pour que tout le monde se sente à l'aise dans ces échanges. On a pu avoir parfois des réactions sur des résultats et c'est bien logique qu'il a fallu accompagner. Mais l'idée, c'est plutôt de guider, de donner les moyens, de partager en fait, d'analyser les résultats d'une équipe et de se fixer des actions précises dans les semaines, mois qui suivent. Voilà. Voilà pour l'outil que nous avons choisi. Merci Carlone. Et c'est justement une très bonne introduction pour, pour la suite et justement, je reprends ce que vous disiez sur l'implication des parties prenantes et le fait que eh bien, chacun puisse contribuer et que les actions doivent être menées le plus rapidement possible. Donc, parmi les pratiques observées chez les top employeurs, eh bien, en termes de rôle, effectivement, le rôle des managers, il est essentiel. Et c'est ce qu'on voit ici, donc, en termes de responsabilisation des managers, 43% des top employeurs impliquent leurs managers dans le suivi d'indicateurs d'engagement de leur équipe. Alors, comme vous le disiez, l'idée, c'est pas de dire ceux qui font bien, ceux qui font pas bien, mais c'est plutôt justement de les responsabiliser, de leur donner les outils et les moyens de suivre la façon dont leurs équipes perçoivent le travail et comment après eux-mêmes peuvent agir et réagir aussi, puisque ce sont eux qui sont aussi en première ligne et qui peuvent donc mettre en place le plus rapidement possible les moyens d'action.
Un autre point, de notre enquête qui est, donc, aussi la prise en compte après des plans d'action et leur efficacité. Ce sur quoi, eh bien, aujourd'hui sont évalués les top employeurs, c'est effectivement comment ils vont s'assurer que, les plans d'action qui sont mis en œuvre sont réellement efficaces. Alors c'est pas seulement, de mesurer d'une année sur l'autre, le score obtenu dans une thématique de l'enquête, mais c'est également de se fixer des indicateurs de performance ou en tout cas de mesurer en quoi, les plans d'amélioration vont permettre de réellement, eh bien, agir sur les points qui ont été, qui sont ressortis des enquêtes d'engagement et donc qui sont aujourd'hui 47 à mettre en place ce type d'outils, eh bien, pour mesurer l'efficacité des plans d'action. Et puis, heu, autre enseignement aussi de ce qu'on peut voir parmi les pratiques des top employeurs, eh bien, c'est une implication croissante des collaborateurs dans la démarche autour de l'engagement. Alors bien sûr, de les consulter parce que c'est eux qui sont, en première ligne, qui sont, eh bien, sollicités pour répondre donc aux enquêtes d'engagement, mais c'est de les impliquer finalement tout au long, de la démarche, tout au long de cette stratégie d'engagement, en les impliquant notamment, eh bien, dans la mise en œuvre des plans d'action et ça aujourd'hui c'est 63 des top employeurs, mais en progression de 7 points depuis l'année dernière, qui vont donc donner les moyens aussi aux collaborateurs, eh bien, dès lors qu'on définit, des plans d'action sur, la reconnaissance, sur, eh bien, l'implication managériale, eh bien, c'est aussi, eh bien, de les faire contribuer à la réflexion et à l'amélioration des pratiques. Et puis le dernier point, également qui va donc en finalité sur, l'évaluation, des plans d'action mis en œuvre, eh bien 35 aujourd'hui des top employeurs et c'est en progression de 15 points par rapport à l'année dernière, vont solliciter les collaborateurs pour eux aussi évaluer l'efficacité des plans d'action donc qui ont été mis en place. Donc ça peut, se faire par le biais de groupes de travail, de groupes de représentants de collaborateurs qui vont justement, eh bien, mesurer l'efficacité des plans d'action. Alors je vais vous relaisser la parole, Garlon, pour justement, nous présenter la façon dont vous impliquez, vos collaborateurs de façon assez, originale. Merci. Alors, pour nous, ça semblait fondamental, hein, l'implication des parties prenantes. Donc c'est vrai de l'ensemble des parties prenantes, on y a travaillé, tous ensemble, au sein de l'ARH. C'est pas la bonne dia, Malvina, ça nous fait la même chose Pardon. que voilà, la voici, ça fonctionne. Elle veut pas s'afficher visiblement, mais je vais vous expliquer. Alors, en fait, souvent, ces stratégies d'engagement, et c'est vrai que c'est parfois une difficulté à laquelle nous sommes, entre guillemets, confrontés à la RH, c'est souvent perçu comme un projet RH assez méthodologique, assez lourd. Enfin bon, c'est pas un projet RH, hein, c'est avant tout un projet d'entreprise où tout le monde a sa part à jouer, où tout le monde a une responsabilité à activer. Et à travers justement la clarification de qui sont les parties prenantes et quel est le rôle de chacune des parties prenantes dans cette stratégie d'engagement, c'est vrai que ça a été, c'est assez parlant. En tout cas, c'est quelque chose qui a été adopté vraiment d'emblée par l'ensemble des acteurs. Donc, bien entendu, les dirigeants, nos membres du COMEX, qui incarnent nos valeurs, qui donnent la direction et puis qui soutiennent le programme d'engagement. Hein, c'est eux qui le lancent, c'est eux qui le suivent et ils se l'appliquent à eux-mêmes. Les managers, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'ils ont un rôle essentiel, prépondérant, hein, dans la mise en œuvre des initiatives d'engagement et surtout dans la conduite des plans d'action. Les collaborateurs ont un rôle essentiel, en fait. Les collaborateurs, au-delà d'avoir un rôle qui ne se limite pas à donner des propositions pour des plans d'action, mais c'est un rôle actif dans la démarche. C'est-à-dire qu'ils ont cette responsabilité de maintenir leur propre engagement, et puis, même si ça ne se décrète pas, on peut en prendre soin. Et puis, ils participent au plan d'action et soutiennent aussi l'engagement de leurs collègues. Ça fait partie du dispositif. Et puis, vous voyez d'autres parties prenantes. Je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, bien entendu, l'implication de nos représentants du personnel qui ont un rôle important, que l'on consulte et que l'on implique aussi dans la démarche, en présentant les résultats et puis en leur donnant les moyens de porter ces sujets auprès de leurs collègues. Et les fameux champions et RH dont je vais vous parler, qui sont très certainement la pierre angulaire de la réussite de cette approche. Alors, on passe à la slide suivante. Merci.
Donc, nos fameux champions de l'engagement. Alors, vous avez vu, on a des raisons de s'être lancé dans cette démarche. On a un outil sur lequel on s'appuie, on est des parties prenantes et puis on a surtout un réseau qu'on a mobilisé dans le monde entier, qu'on appelle les champions de l'engagement. Ce sont les ambassadeurs de l'engagement pour le groupe. Et ce réseau, il est vraiment animé, responsabilisé. Donc, on a des rendez-vous réguliers. Hein. C'est une vraie communauté, c'est une vraie grande équipe en fait, qui est d'abord en fait les sachants en quelque sorte, hein, qui ont la connaissance de cette démarche, de ses objectifs, et puis qui est capable de lire cette méthodologie et les enquêtes au plus près des équipes dans le monde entier. Et ça, c'est essentiel. Donc, au-delà d'un rôle de promotion de l'engagement, c'est vraiment un rôle d'explication et de guide dans la démarche, et puis de conseil lorsque les résultats tombent, parce que ça peut être perçu un peu comme ça, et que des résultats ne sont pas toujours évidents à aborder ou à décrypter. Les champions sont là auprès des managers, donc entre pairs, ils peuvent se soutenir, mais c'est aussi un rôle important des RH. Donc dans ces champions, on a une grande part de RH, ça fait partie de leur métier, mais aussi encore plus de managers qui se sont portés volontaires dans le monde entier, donc ça recouvre tous les pays qui s'y lancent, pour notamment, eh bien, en collectif, en réseau de champions, recueillir les meilleures pratiques, les partager entre les pays. Tout le monde a des problématiques différentes, des contextes différents, et c'est vrai qu'il est aussi important d'accompagner les équipes en proximité que de partager en global pour voir ce qu'on peut, ce sur quoi on peut s'appuyer après pour lancer des actions plus globales. Voilà. Et puis, ils ont aussi un rôle de formation. Donc, il y a une vraie montée en compétence de ce réseau des champions qui forment les managers hein, sur toute cette approche et puis qui nous permet, avec leur professionnalisation au fil des mois, des années, de nous guider dans les choix que nous faisons au fil du temps. Alors, c'était important pour moi aussi de vous montrer, au-delà d'expliquer comment est-ce que nous fonctionnons avec ce réseau international. Donc, je vous le disais, des animations régulières, on les voit à peu près tous les 3 mois minimum, nous les animons, et puis nous recueillons régulièrement leur feedback, d'autant plus dans le contexte actuel. Donc le feedback, je vous en ai fait, voilà, vous en avez une synthèse en slide suivante, leur feedback de ce qu'apporte en fait la démarche selon eux en local. Et puis c'est vrai que chez nous, le programme s'appelle Pulse. Alors, vous n'allez pas trouver ça très original parce qu'on entend souvent cette appellation, mais pour le coup, chez Servier, c'est véritablement un choix. Nous travaillons en cardiologie. Le pouls, pour nous, mesurer le pouls, c'est quelque chose d'assez naturel et fondamental. Donc, pour eux, vous le voyez dans cette bulle, ce qu'apporte, selon eux, ce programme. Donc, je ne vais pas tout vous citer, mais le meilleur moyen de mesurer le pouls de l'organisation et de diagnostiquer son état de santé, c'est vrai que très vite, ça permet d'agir sur les symptômes et que l'on perçoit très tôt dans les équipes, avec beaucoup de bienveillance. Hein. On le voit, et ça, c'est un point qui n'a pas été évident au début, hein, mais ça a permis d'ouvrir les yeux aussi sur les besoins et les aspirations des équipes. Et ça a permis d'ouvrir donc les yeux des managers. Voilà. Et puis, plus globalement, une belle occasion de faire entendre sa voix. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire hein, chez Servier, de tendre le micro pour tenir compte des avis, des retours des collaborateurs. Et c'est vrai que dans cette approche d'engagement, ce qui a été particulièrement apprécié, c'est cette implication du collaborateur, des équipes, pour faire de Servier aussi un environnement gagnant et atteindre ses objectifs et augmenter sa performance grâce à l'enthousiasme des équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Voilà. Donc comme vous voyez, 340 champions, c'est beaucoup, c'est un beau réseau à animer, constitué de RH et de managers, et puis qui relaie cette démarche dans 94 pays. Et puis ce qui est important aussi, au-delà, comme le disait Malvina tout à l'heure, au sujet de la communication et de la transparence sur toutes ces démarches, et puis ce qu'on en fait, et puis ce que ça devient, et de quelle façon ça soutient le groupe, on a aussi créé une identité qui est importante en termes de communication, qu'on voit sur la slide suivante, une identité au programme, en fait, au programme des collaborateurs. C'est notre fameux, on l'appelle notre Pulse, donc avec des rendez-vous réguliers. Donc là, on va lancer notre Pulse 2021. On est à la veille de cette fameuse enquête annuelle. Voilà. Et voilà, vous voyez l'identité graphique de ce nouveau programme. Et vous voyez aussi dans les pétales. Alors moi, je ne vois pas la slide s'afficher, Malvina. Ah voilà. Ça y est, c'est bon. Merci.
Donc, c'est notre programme, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des collaborateurs. Et vous le voyez que dans les pétales, en fait, ce sont les thématiques sur lesquelles on veut focaliser chaque année. Donc, on parlait d'action globale, d'action locale. Cette année, on veut vraiment reconsolider une nouvelle fois encore les fondamentaux, parce que c'est les fondamentaux qui font qu'on est fort ensemble. Donc, vous voyez dans les pétales nos priorités qui sont garder le cap, mieux nous connaître encore, mais de façon encore plus internationale, grâce au digital notamment. Apprécier nos forces, se soutenir et puis évoluer ensemble. Voilà ce que je voulais partager sur la démarche Servier. Merci beaucoup, Garlone. Très intéressant. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer donc à la partie questions. Donc, nous avons déjà reçu quelques questions, mais n'hésitez pas à les poser. Vous avez encore un petit peu de temps pour le faire. Alors, je vais prendre, Garlone, les questions qu'on a déjà reçues. Alors, une question, comment avez-vous scanné, sélectionné les membres du réseau international de champions? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on n'a pas scanné. Alors, il y avait des choses évidentes, c'est-à-dire que pour les ressources humaines, ça fait partie de leur rôle finalement, assez naturellement. Le développement de l'engagement, le conseil auprès des managers pour développer l'engagement, soutenir, conseiller, former, ça fait partie de leur rôle. Donc, voilà, ça a été assez naturel. Pour le reste, on a impliqué les RH et aussi les patrons d'entités pour recommander des managers emblématiques et puis qui ont l'envie et l'appétence et naturellement qui sont portés sur l'engagement. Donc, on a eu dans chaque pays des propositions. Et puis, des propositions, donc ça a été pour la première année parce que c'est un dispositif qu'on a mis en place très, très rapidement à la demande du comité exécutif. On a dû le mettre en place en 2 mois. Donc, c'est vrai qu'on a eu une démarche assez directive au début. Et puis, au fil de l'eau, le réseau a grandi. Nous étions 200 au début, aujourd'hui 340. Et c'est de plus en plus sur la base du volontariat. Voilà. L'important, c'était d'avoir des managers en local. Donc, on a un minimum de 3-4 managers sur chacune des entités du groupe. Merci. Une autre question, comment mesurez-vous l'efficacité des plans d'action chez Servier? Alors, très bonne question aussi. On vous a montré, en fait, on pose des questions complémentaires. Donc, des questions complémentaires aux 12 questions annuelles, et notamment des questions sur le suivi des plans d'action. Donc, évidemment, l'année 1, nous ne l'avons pas fait parce que c'était nouveau, mais la deuxième année, nous avons posé la question de savoir si les résultats avaient été partagés en équipe. Voilà, on a eu de très bons résultats d'ailleurs. Et si les plans d'action, selon eux, avaient été efficaces. Voilà, donc avec une appréciation de l'efficacité des plans d'action. Donc, ça nous permet de mieux piloter, de mieux aussi guider au global sur ces plans d'action, ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans une période où nous sommes à distance et avec une complexité de gestion des équipes au quotidien qui fait que c'est peut-être pas la priorité, mais il ne faut pas le perdre de vue. Donc ça, on l'a gardé en ligne de mire et on va le screener, le monitorer de plus près encore cette année. Merci. Une autre question, est-ce que le taux d'engagement des champions est supérieur à celui des autres collaborateurs? Alors, le taux d'engagement des collaborateurs Servier est un beau taux d'engagement. L'intérêt, c'est pas de partager les résultats, mais c'est ce qui nous a permis aussi, je pense, de ressortir sur ces tendances. Engagement, on a un beau résultat. Les champions, oui, sont plus engagés, oui, encore plus engagés. Donc, ce qui est assez logique finalement. Donc, ils sont encore plus engagés. Et puis, je pense que le fait d'ailleurs de s'engager dans une démarche d'engagement, ça les enthousiasme encore plus. C'est un vrai cercle vertueux. Alors, je regarde les autres questions. Comment arrivez-vous à lier performance et engagement chez Servier pour le COMEX pour un manager? Je ne suis Ça, pas sûre c'était de quelque bien comprendre la question, mais en tout cas, lier performance-engagement, en fait, on le lie à travers En fait, on se rend compte au fil des années que les entreprises qui se lancent justement dans une démarche d'animation et de mesure régulière de la performance et de travail en équipe a des indicateurs de performance d'entreprise qui évoluent. Là, je ne vais pas rentrer dans l'expertise de ces instituts justement qui accompagnent les entreprises pour pouvoir le mener, mais
Une stratégie d'engagement, ça a un impact favorable, par exemple, sur l'absentéisme. C'est un impact favorable sur le nombre d'accidents du travail. C'est un impact favorable même sur la santé des collaborateurs. Et tout ça, c'est des données qu'il faut croiser, qu'il faut suivre. Et c'est d'où là l'importance aussi de mettre le sujet de l'engagement en lien avec tous ces autres sujets qu'il sert finalement, qu'il appuie, que sont le management, la diversité et l'inclusion, le bien-être, le suivi du bien-être des équipes. Voilà. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à compléter votre question si ça n'était pas suffisant. Mais merci beaucoup, Garlon. Une autre question, quel frein avez-vous rencontré dans la mise en œuvre de ce projet? Alors au début, la première année, c'est vrai que alors ça a été excessivement bien accueilli parce que dès l'année 1, nous avons eu 78% de participation et pour ça, on était impressionnés. Je vous rappelle qu'on a 22 500 collaborateurs dans le monde. Technologiquement, c'était pas si simple, mais on s'en est sorti. Dans les vrais freins qu'on a pu rencontrer au début, c'était la compréhension de la méthodologie qui peut paraître un petit peu compliquée au début. Et c'est vrai que c'était nouveau. Donc une première année en fait d'apprentissage pour tout le monde, mais qui s'est fait plutôt dans de bonnes conditions. Donc il y a eu aussi un frein, que ça a été la compréhension des items de l'engagement. C'est vrai que c'est des items qui sont formulés pour que le collaborateur réagisse et que ça lui parle. Donc parfois il y a une intensité dans les items et dans la formulation des items qui n'a pas toujours été comprise et qu'il a fallu qu'on accompagne. En particulier en France, on a un item qui est j'ai un meilleur ami au travail. Alors, celui-ci, on a dû en parler des heures et des heures, expliquer donc, les freins aussi, c'était la compréhension des items et comment positionner le curseur. Voilà. Merci. Alors, nous avons encore quelques questions. Quels ont été les impacts du contexte 2020 avec la pandémie sur votre approche de l'engagement? Alors, eh bien, si on s'en tient aux résultats que l'on a vus et l'évolution des résultats, le contexte, alors on avait quelques mois de recul uniquement l'année dernière, donc on verra cette année. En termes de résultats, le contexte Covid-19 n'a pas nui à l'engagement. Voilà. Donc ça nous a étonnés. C'est peut-être parce qu'on avait ce dispositif justement complémentaire d'enquête flash et ponctuelle qui permettait de s'assurer et de cibler dans chaque pays, voilà, éventuellement d'anticiper les actions à mener pour l'engagement des équipes. C'est peut-être ça aussi qui a généré de bons résultats globaux. Mais en tout cas, l'impact, ça a été justement de se mobiliser d'autant plus et de donner les moyens aux champions, aux managers impliqués dans la démarche, de pouvoir accompagner et de ne pas perdre de vue cette notion d'engagement. Donc les impacts, ça a été une plus grande vigilance encore, et puis la prise de conscience de vraiment peut-être plus guider et plus monitorer la partie plan d'action pour pas qu'on le perde de vue. Voilà. D'accord. Merci. Alors, je refais le point sur les questions. Eh bien, je crois que nous n'avons pas de nouvelles questions. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Nous espérons que ce webinaire a pu répondre à vos attentes. Je vous rappelle donc, vous allez recevoir donc le replay, le lien vers le replay de ce webinaire, ainsi que notre rapport des tendances. N'hésitez pas à le consulter et à le partager. Par ailleurs, donc juste à l'issue donc de ce webinaire, vous allez recevoir, enfin, s'afficheront sur votre écran quelques questions de satisfaction et c'est très important pour nous que vous preniez donc quelques minutes pour y répondre. C'est 2 ou 3 questions, pas plus. Donc voilà, pour nous aider aussi à améliorer ce type d'événement et de savoir si ça vous a plu, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, c'est aussi cette démarche d'amélioration continue et de consultation des participants. Et puis, avant de terminer, eh bien, je voudrais remercier chaleureusement Garlon pour son témoignage, pour cette préparation et voilà, tous ces éléments que vous nous avez partagés aujourd'hui. Avec grand plaisir, Malvina. Très très bonne journée à tous et bon week-end. Merci à tous. Au revoir et bon week-end aussi.